simple. C'est Jonas Bazier pour le compte de la radio Pulsar. J'ai trois préoccupations qui s'adressent essentiellement au ministre porte-parole du gouvernement. Alors, monsieur le ministre, on a constaté depuis un certain temps que le gouvernement, en tout cas depuis cette affaire RSP, Premier ministère, on a constaté que le gouvernement essaie de donner ce que j'appelle des cours de journalisme aux médias. Mais on peut aussi vous reprocher à vous de ne pas être prompt à communiquer les informations, ou en tout cas les informations que vous jugez vraies. Alors, et de demander de ce fait aux médias de faire de la communication, c'est-à-dire de vous arranger, au lieu de faire de l'information, donc de vous déranger. Alors, monsieur le ministre, c'est l'occasion pour moi de vous demander exactement qu'est-ce que le régiment de sécurité présidentielle reproche au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Ma deuxième préoccupation, c'est que, entre-temps, il y a eu cette histoire de Français qui ont été accusés de pédophilie ou d'attouchement sur des mineurs. Et puis, après, on apprend qu'ils sont rapatriés en France. Le gouvernement burkinabé n'a pas beaucoup communiqué sur cette affaire. Toutes les informations que nous avions nous venaient de la France. Ça paraît quand même curieux que des choses qui se passent ici, et c'est depuis la France qu'on recevait les informations. Alors, monsieur le ministre, par quelle procédure judiciaire est-ce que les militaires mis en cause ont été rapatriés en France pour les besoins de l'enquête, et où est-ce que nous en sommes actuellement avec ce dossier-là? Ma troisième préoccupation, c'est le verdict de la CEDEAO. Si on conçoit un procès comme une bataille judiciaire, est-ce qu'on peut dire que le Burkina Faso, non, le gouvernement de la transition a perdu cette bataille judiciaire face à l'ex-majorité? Vous savez très bien qu'en matière de communication, d'information, on a toujours dit, et nous soutenons évidemment la liberté d'expression, la liberté de presse. Nous soutenons donc tout le professionnalisme qui est fait au niveau des organes de presse écrite, audiovisuelle, etc. Mais reconnaissez aussi que dans ce qui se passe, tout le monde ne respecte pas ces dispositions. On veut coûte que coûte défendre la profession sans accepter que quelquefois il y a des insuffisances. Cela ne permet pas donc d'avancer en termes de réforme pour nous permettre donc d'aboutir à des solutions qui permettent donc de faire de la presse burkinabé une référence. Il y a un très bon travail qui a fait, on n'hésitera pas à le mentionner et on le dit toujours, mais quelquefois reconnaissant qu'il y a des insuffisances à notre niveau et c'est de voir donc à partir de ce diagnostic qu'est-ce qui peut être fait pour arriver à trouver des solutions à travers des renforcements des capacités, à travers le rôle peut-être que le gouvernement aussi a joué en termes de donner plus d'informations sur certaines questions. Donc je pense qu'il faut plutôt voir la question dans cet aspect et non s'arc-bouter en voulant toujours défendre la presse alors que nous savons tous qu'il y a quelques insuffisances au niveau de certains organes, même si la majorité, je le reconnais, fait un travail exceptionnel et je pense que c'est à saluer. En ce qui concerne évidemment le droit d'accès aux sources d'information, et évidemment qu'on essaie de faire le maximum pour vous donner les informations. Et je suis d'accord avec vous que quelquefois les informations ne sont pas toujours disponibles et compte tenu de la sensibilité de la question ou le fait qu'on est toujours en réflexion au niveau du gouvernement, alors que je suis généralement appelé immédiatement par les journalistes parce qu'ils veulent réagir, ce qui est d'ailleurs normal. Mais ça fait que dans une situation aussi complexe, difficile, il est bon de laisser quelque temps aussi quelquefois qu'on puisse arriver à une solution avant de communiquer. Mais tout ça, c'est des questions qui peuvent se régler dans un esprit de collaboration sans vraiment avoir à accuser les uns et les autres, ce qui ne favorisera pas en tant que tel le travail qui se fait actuellement au niveau des deux acteurs. Vous demandez ce que le RSP reproche au Premier ministre. Et comme je l'ai dit quand je répondais à la question d'Ismaël, c'est une question vraiment très complexe et très difficile. Et vous savez que l'armée est une entité à part, c'est la grande muette. Et nous sommes actuellement, comme vous le savez, dans des négociations, dans des discussions. Et ce cas le président du FASO s'est impliqué personnellement. Il y a ce cas de concertation qui a été mis en place, qui continue à échanger, à discuter, pour voir comment trouver une solution à cela. Et je comprends évidemment la soif d'information que vous avez par rapport à cela. Mais comme je dis, il faut donner vraiment toutes les chances à la négociation. On fera attention aussi pour ne pas aller dans le contenu, au risque même peut-être de nuire un peu à tout ce qui se passe en termes d'avancée et de négociation. Donc, je pense que nous sommes tous conscients qu'au niveau du secteur de la sécurité, de façon globale, et vous le savez autant que moi, tous les rapports qui ont été faits pendant longtemps, on montré clairement qu'il y avait des problèmes au niveau du secteur de la sécurité. Et donc, cet élément ne fait que confirmer cela.
Et c'est dans cet esprit donc que nous estimons qu'il faut continuer à travailler sans rentrer dans les divergences qui opposent les uns et les autres, qui sont relatives beaucoup plus au contenu, en espérant que très incessamment, le président pourra nous donner évidemment un certain nombre d'éléments sur la question et nous permet donc de trouver une solution à la crise. Sur la question liée donc à la question des soldats français, je suis parfaitement d'accord que je n'ai peut-être pas donné d'informations, mais en même temps, je me dis le ministère de la Justice, qui est quand même l'organe compétent en la matière, aurait pu vous donner plus d'informations si vous êtes adressé. Maintenant, si vous êtes adressé au ministère et puis il n'y a pas eu d'informations, ça évidemment, je pense que c'est une question qu'il faudrait qu'on arrive à solutionner parce que cela n'est pas tout simple, ce n'est tout simplement pas normal. Et la procédure judiciaire, vous dites que les soldats ont été, je ne sais pas si c'est le terme, ils ont été, il y a des collaborations quand même judiciaires entre la France et le Burkina Faso. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail de cet accord de coopération en matière judiciaire parce que je n'ai pas le document, c'est vrai que je ne l'ai pas regardé, mais tout ce qui s'est passé rentre donc dans le cadre de ces accords de collaboration en matière judiciaire. Tout a été fait conformément aux règles. Maintenant, je sais qu'une fois sur place, ils ont été mis en examen et vont certainement être jugés, mais ne pensez pas que ça a été fait en violation des structures. Il y a des juges burkinabés qui ont même procédé aussi, je pense, à l'audition de ces personnes qui ont fait l'objet de ces actes. Je voudrais simplement confirmer ce que vous avez dit. Il y a eu des procédures qui ont été mises en branle. C'est vrai que ça a été très vite. Et comme c'est des questions très sensibles, évidemment, l'opinion publique s'en est saisie. Et évidemment, c'est comme si le Burkina a laissé partir ces Français un peu dans l'impunité. Non, ce n'est pas le cas, je peux vous l'affirmer. Nous avons même entendu, nous avons interpellé l'ambassadeur de France qui nous a expliqué qu'en réalité, ce n'était pas une exfiltration pour les soustraire de la justice, mais c'était dans le cadre d'une collaboration judiciaire. Et je peux vous dire que les intérêts de ces enfants, les intérêts des familles seront défendus et elles seront protégées. Le dernier point qui est relatif donc au verdict de la CEDEAO, là aussi je ne verrai pas ça en termes de bataille. La décision a été rendue hier par la Cour de justice de la CEDEAO, comme vous le savez, où le gouvernement a été interpellé sur la question du code électoral. Mais ce qui est en jeu ici, comme vous le savez, c'est le libellé qui est relatif donc aux conditions d'inéligibilité d'un certain nombre d'acteurs. La Cour a tout simplement estimé tel que libellé, et ça peut poser problème, en ce sens que ça a un caractère, comme ils le disent, ambigu, avec une application expéditive, comme ils le disent, et puis massive, qui peut remettre en cause, j'allais dire de façon générale, les droits des citoyens burkinabés de façon générale, alors que ce n'était même pas ça l'objectif en tant que tel de la mesure qui avait été prise par le gouvernement. La Cour estime aussi que les sanctions en matière de changement anticonstitutionnel, comme ils l'ont si bien dit, visent les gouvernements, les régimes et aussi les dirigeants qui étaient donc aux affaires pendant donc que ces actions ont été menées, mais ne s'appliquent pas aux citoyens ordinaires, ce qui est normal. Et la Cour aussi surtout reconnaît le droit en tant que tel aux autorités au Burkina Faso de procéder donc à des restrictions en matière politique et des droits de certaines personnes, des dignitaires comme ils le disent, ou des dirigeants politiques. Donc on est dans une situation évidemment où on ne va pas trop polémiquer, d'autant plus qu'on a communiqué sur la question. Nous prenons acte de la décision. On nous demande de préciser un certain nombre, les libellés en ce qui concerne donc les conditions d'inéligibilité, et le gouvernement va évidemment analyser la question et pourra en temps opportun donc donner de plus amples informations sur cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Je suis Fulbert Paré, je suis journaliste sur Faso.net. Alors la première question est relative donc à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur le code électoral. Monsieur le ministre disait tout à l'heure que le gouvernement prend donc acte de la décision et va entreprendre les actions à venir. Alors, la compréhension qui se dégage donc à mon niveau par rapport à la question, c'est celle donc de revoir le code électoral. Alors, est-ce que selon vous, il est possible encore de modifier le code électoral dans le délai qui reste par rapport aux élections, quand on sait que justement il y a des dispositions au niveau
de la CEDEAO qui interdit donc de toucher la loi électorale moins de 6 mois avant les élections. Voilà. Donc dire que le gouvernement donc, prend acte, qu'est-ce que ça dit exactement? La deuxième question relative donc, à cette même décision, qui est selon vous le dirigeant ici et qui devait donc être sanctionné? Et la première, donc, c'est sur le code électoral. Est-ce qu'au regard des dispositions de l'Union africaine qui n'autorise pas donc de faire des changements 6 mois avant les élections, on peut revoir donc ces dispositions, et cela à la lumière donc du communiqué qui a été fait par le gouvernement qui disait qu'il prend acte, il allait voir donc dans quelle mesure et examiner dans sa plus grande attention donc cet arrêt de la Cour. C'est vrai que nous sommes évidemment, nous travaillons sur la base d'un certain nombre de règles et de dispositions au niveau national et au niveau régional. Ça fait que tout ce qu'on prendra comme mesure iront donc dans le sens du respect de la légalité. Et comme je l'ai dit, la décision elle a été rendue que hier. Il faudrait donc aussi nous laisser le temps vraiment d'analyser pour voir dans quelle mesure on peut trouver une solution pour prendre en compte donc tout ce qui a été dit au niveau de la Cour de justice. Mais ce n'est pas obligatoirement à travers la loi qu'on peut arriver donc à procéder à revoir en tant que tel le dispositif au niveau du code électoral. Il faut laisser les juristes et le gouvernement, on va en discuter. Mais pourquoi pas réfléchir à la possibilité de prendre un décret pour clarifier? Pourquoi ne pas laisser peut-être le Conseil constitutionnel procéder donc à la lecture de ce texte au niveau donc des candidatures de validation en se référant donc à la décision de la Cour de justice? Bon, il y a tout un ensemble quand même d'éléments qui peuvent faire l'objet de discussions. Et pour le moment, comme je dis, il est encore récent, il n'a été rendu que hier. Laissons-nous le temps quand même de regarder de plus près quelles sont les possibilités. Mais tout ce qui viendra se fera donc conformément au texte. On ne va pas violer les dispositions de la CEDEAO ou les lois nationales et dans le cadre donc de la mise en œuvre des dispositions, des éléments qui ont été évidemment énoncés dans cet arrêt. Tout se fera donc conformément à la règle et je vous demande encore d'être patient pour le temps de nous permettre d'analyser toutes ces dispositions et voir quels sont les mécanismes qui existent donc pour nous permettre donc d'aller dans ce sens et clarifier un certain nombre d'éléments. Quant à la notion évidemment de la clarification du terme de dirigeant qui est soulevé dans l'arrêt de la Cour de justice, et c'est vrai que évidemment ça peut porter à confusion, elle peut faire l'objet d'analyses, d'interprétations très larges, très vastes. Et là aussi, je pense que pour ne pas compromettre un certain nombre ou dévancer le travail des experts, c'est un peu, pour ne pas dire étroitement lié à la première question, en laissant vraiment un certain nombre de nos experts ou du gouvernement se réunir pour savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Taxoba Célestin de Impact TV. J'ai une question pour le ministre de la Communication et une autre pour le ministre délégué à la coopération régionale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, dès le début, dans cette crise du RSP, réuni les parties signataires de la charte pour en discuter? Et la deuxième question par rapport à cela aussi, c'est que dans quelques jours, on va avoir les conclusions du cadre de concertation des sages. Est-ce que ces conclusions pourraient s'imposer aux forces vives signataires de la charte? La question donc adressée au ministre délégué à la coopération régionale, c'est, je reviens sur les Burkinabés rapatriés de Gabon pour demander quelle est leur situation actuelle, parce qu'il était question de les aider à regagner leur village. Est-ce que c'est fait actuellement? Quelle est la situation? Et pendant le processus de rapatriement, il me semble que 2 ou 3 se seraient échappés. Est-ce qu'il y a des nouvelles de ces personnes-là? Comme je l'ai mentionné dans ma déclaration liminaire, il y a eu quand même 2 étapes. La première étape, c'est que le président du FASO s'est personnellement donc impliqué dans cette crise en procédant donc à un certain nombre de consultations. Il y a des résultats évidemment engrangés qu'on a pu avoir, mais il y a tout un ensemble quand même d'éléments sur lesquels il fallait continuer à échanger. Donc c'est pour arriver donc à trouver une solution définitive à tous ces problèmes qu'on a décidé, donc le chef de l'État a décidé
de mettre en place donc ce cadre de concertation des sages qui est ouvert, comme vous le savez, donc, dans les consultations aux signataires de la charte. Et j'ai dit qu'ils recevaient, les consultations sont en cours avec les organisations de la société civile, et avec les partis politiques, avec la hiérarchie militaire. Toutes ces structures sont des composantes essentiellement qui ont signé la charte. Donc je ne vois pas à ce niveau-là une question de contradiction. En ce sens, donc, ce comité de sages qui est ouvert aussi à des personnes ressources, en plus des autorités religieuses et coutumières et des autorités morales, et procèdent donc à une large consultation et vont même au-delà en tant que tel, quelquefois, je pense, des personnes signataires de la charte pour s'assurer qu'on a le large consensus possible pour qu'on puisse les appliquer. Donc, sur cette question, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des antagonismes dans la mesure où les signataires de la charte sont pris en compte à travers donc, des concertations et les consultations qui sont menées donc, par ce comité. En ce qui concerne évidemment les recommandations, est-ce qu'elles vont s'imposer? Quand je prends le processus, la manière que ça se passe, il est quand même très participatif, il est inclusif, on implique tout le monde. On espère donc qu'à la sortie des recommandations, le chef de l'État donc prendra les décisions qui sont basées sur les recommandations et dans la mesure où tout le monde aura participé, on estime donc qu'il se serait quand même reconnu dans un certain nombre de recommandations qui ont été formulées. Mais je comprends aussi un peu votre question parce qu'on était habitué quand même dans ce pays à voir qu'un certain nombre de recommandations n'étaient pas appliquées ou tout simplement où on les applique et plus tard les recommandations sont mises en cause, on les remet en cause. Et on estime donc qu'on est dans une nouvelle dynamique et on est tous d'accord qu'on vit une situation grave, qu'il faut voir l'intérêt supérieur de la nation, qu'il faut mettre en cause un certain nombre de divergences politiques et voir comment se retrouver pour conduire à bien cette transition en traçant les sillons donc pour le renouveau démocratique. Je pense donc que si on garde ces valeurs et à travers donc aussi les discussions qui sont en cours, l'implication de différents acteurs et le rôle important que le chef de l'État joue, on arrivera donc à des décisions qui s'imposeront à tout le monde ou tout simplement les gens se reconnaîtront, les différents acteurs se reconnaîtront dans la mesure qui sont prises tout simplement parce qu'on veut l'intérêt supérieur de la nation et qu'on est prêt à des compromis pour nous permettre donc d'avancer et arriver donc à la transition. Concernant donc le rapatriement des Burkinabés du Gabon, est-ce qu'ils ont tous regagné leur village? En principe, oui. Je dis en principe oui, parce que quand nous les avons rapatriés, ils avaient été hébergés à Samgandé dans une cour de solidarité. Ils n'avaient pas pour vocation de passer 48 heures. Et nous avions effectivement pu obtenir les coordonnées de leurs parents à qui nous nous sommes adressés. Et ceux qui n'avaient pas qui n'ont pas répondu, le ministère de l'Action sociale avait la responsabilité donc de ramener tous ceux qui étaient arrivés à Ouagadougou dans leur village. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, moi, j'estime qu'après avoir œuvré à les amener à Ouagadougou, m'assurer qu'ils étaient bien arrivés, je n'ai pas pu suivre pour m'assurer que la plupart des Bissa étaient répartis à Tinkodogo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, en principe, ils ne devraient pas éterniser à la cour de solidarité. Ce n'est pas fait pour rester longtemps. C'est juste 48 heures et ils vont là d'où ils viennent. Enfin, alors, pour ce qui concerne le deuxième volet, 2 ou 3, c'est plus, puisque je vous ai dit qu'on nous a annoncé 200 et il y a 186 qui sont arrivés. S'il y a encore 2 ou 3 qui ont pu s'échapper au cours du trajet, que voulez-vous qu'on fasse? On est en train, vous avez eu plus de difficultés à aller chercher votre pitance ailleurs. On vous ramène au Bercail, on essaie de vous ramener dans votre village. Vous savez que ce n'est pas toujours facile pour ceux qui vont en aventure. J'ai essayé d'échanger avec beaucoup d'entre eux. Un retour comme ça, pour eux, c'est comme un échec. Donc, partir au village, c'est un peu la honte. Ceux qui n'ont pas le choix ou ceux qui transcendent ce sentiment de honte acceptent de repartir et de recommencer à vivre. On essaie aussi de les sensibiliser, mais ce n'est pas une œuvre très facile. Oui. Lansana Alexis Ouagadougou de Burkina Actualité. Au vu de ce qui se passe actuellement à Ouagadougou entre le Premier ministre et le RSP, est-ce qu'aujourd'hui les frontières du Burkina sont sûres et est-ce que nous sommes à l'abri aujourd'hui de ce qui s'est passé le samedi à Yamena? Lors des déclarations de candidature de certains partis, il est ressorti que la plupart, 2 ou 3 des candidats investis ont donné leur opposition à un passage à la 5e République. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement a pris acte de ce fait-là?
Monsieur le ministre de la coopération régionale, dans sa déclaration, a mentionné la participation de son département à des rencontres multinationales au compte, par exemple, du Burkina. Quelle a été pratiquement les retombées pour le Burkina de façon concrète? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le département que vous dirigez a toujours une oreille attentive de la part, par exemple, des partenaires extérieurs, que ce soit bilatéral ou multilatéral? Il avait été question de l'autoroute reliant Abidjan à Ouagadougou. Il a même été dit à l'époque que l'entreprise qui devait exécuter les travaux avait été désignée. Mais au jour d'aujourd'hui, on a du mal à voir où en est réellement cette autoroute. L'autre fait, c'est dans un communiqué où la Sonabel fait état de l'interruption de l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, en disant que c'est la partie ivoirienne qui aurait demandé cela. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina au point d'interrompre cette interconnexion? Sur la question donc liée à Boko Haram, donc vous savez que nous sommes dans une sous-région où la présence donc de Boko Haram et puis l'instabilité dans le nord du Mali est une menace pour tout le monde. Je pense que on ne peut dire qu'aucun pays est à l'abri de cela. Et je pense que ce que nous avons compris, et au niveau donc des autorités, il y a tout un ensemble de mesures, un dispositif de sécurité qui a été mis donc pour renforcer et éviter qu'on fasse l'objet d'attaques. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, quand le ressortissant franco-roumain avait été enlevé à Tambao, si je ne me trompe pas, le ministère de la Défense avait communiqué et évidemment pris des mesures pour renforcer la frontière donc, dans la zone et travaille aussi en étroite collaboration avec les armées de la sous-région, le Mali, le Niger et l'opération Barkhane pour retrouver non seulement ceux qui ont enlevé et aussi assurer une plus grande sécurité au niveau de nos frontières. Donc c'est pour dire que c'est une réalité, ce qui se passe. Ce n'est pas spécifique au Burkina Faso, c'est spécifique à toute la sous-région. Et nous essayons donc de voir au niveau national et en collaboration avec un certain nombre de nos partenaires comment faire face donc à cette situation pour ne pas faire l'objet donc d'attaques terroristes de la part d'un certain nombre d'organisations. Le deuxième aspect concernant donc le passage à la Ve République, c'est vrai qu'il y a tout un débat qui s'est tenu sur la question. Le CNT a organisé tout un ensemble de conférences pour écouter les différents acteurs et donner leur point de vue sur la question. Et le gouvernement, je pense que notre position est claire, il y a des réflexions qui sont en cours. Et la commission réconciliation travaille aussi sur la question. Je pense que quand ils soumettront le rapport, ils feront des propositions concrètes qui nous permettront donc évidemment de voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport donc aux mesures et aux recommandations qui auront fait sur la question. Il serait donc prématuré pour nous de nous prononcer sur la question sans entendre donc les travaux de la commission, particulièrement la sous-commission qui est en charge de ce dossier. Je pense que c'est la sous-commission réforme constitutionnelle, si je ne me trompe pas, qui actuellement travaille pour nous soumettre quelque chose d'ici la fin du mois d'août. Donc patientons en espérant donc que des pistes de solutions seront proposées dans ce rapport et sur cette base donc le gouvernement verra ce qu'il y a lieu de faire et non se prononcer déjà sur la base et la réaction d'un certain nombre d'actions qui ont été menées par un certain nombre d'acteurs. En ce qui concerne les relations avec nos partenaires, vous avez demandé tout à l'heure si nous avons une oreille attentive. Je peux vous répondre par l'affirmative. Tous les partenaires que nous avons dans nos relations ont une attention très très particulière avec le Burkina Faso, avec la transition, pour une raison bien simple. Ils suivent avec beaucoup d'attention la marche de la transition, parce qu'ils ont besoin aussi de mieux comprendre et de mieux informer leur pays. Et c'est leur rôle. Donc, en ce qui concerne donc nos relations, tous les accords qui sont signés avec ces partenaires sont toujours en cours. De nouveaux accords ont été signés, notamment en ce qui concerne les financements. Vous avez suivi de tout temps à la télé ou à la radio les financements qui sont signés, les accords de financement qui sont signés. C'est pour vous dire que eux-mêmes, ils sont
conscients de ce qui se passe au Burkina. Ils savent que nous avons besoin de leur soutien pour le financement des élections. Nous avons besoin d'eux pour continuer à réaliser les programmes et projets prioritaires du gouvernement. Et donc, ils nous accompagnent toujours. Certains même ont alloué des fonds supplémentaires pour permettre justement de passer cette période assez difficile. Alors, en ce qui concerne le TAC, le traité d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne particulièrement l'autoroute, elle est toujours d'actualité. Elle fait même partie, vous savez que les infrastructures font partie des domaines prioritaires du traité. Donc, l'autoroute est toujours en bonne position. Les deux gouvernements, ivoiriens et burkinabés, y tiennent parce qu'ils savent. On aurait même dû faire cette autoroute-là depuis très longtemps. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, nous y tenons. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quelles sont les dernières activités qui ont été menées. Mais je peux vous dire qu'elle a fait l'objet d'évocations lors même déjà du voyage du Premier ministre. Et les deux gouvernements ont réaffirmé leur intention de mener à bien cet important projet. En ce qui concerne la Sonavel, je crois qu'il y a eu interruption. Ce que j'ai cru comprendre, c'est pour des raisons de maintenance. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas pour ne pas nous fournir de l'électricité. Non. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il n'y aura jamais de rupture de relations entre ces deux pays. Nous travaillons à renforcer ces relations et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que chaque fois que les deux présidents se rencontrent, que ce soit à Addis, que ce soit à Dakar, que ce soit à toutes les réunions où les deux se sont retrouvés et se sont toujours rencontrés, ils ont toujours échangé. Le Premier ministre a effectué une mission il y a 2 semaines. Le président du Faso a invité, il va certainement effectuer une mission. Et avant la transition, vous avez suivi comment étaient les relations. Pendant la transition, les relations sont toujours ce qu'elles sont, elles seront toujours bonnes. Après la transition, on n'aura pas de choix que de continuer à se fréquenter. Mesdames et messieurs les journalistes, chers téléspectateurs, c'est tout pour Face à la presse de ce jour. Nous disons merci aux différents ministres qui sont restés à notre compagnie et qui ont répondu aux questions des journalistes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous espérons vous avoir donné le maximum d'informations sur la situation nationale, sur la campagne agricole et sur la coopération bilatérale et multilatérale. À bientôt et bonne suite de programme.